Il riait aux côtés d'une autre, sous les flashs, comme si le monde entier avait besoin de son sourire pour croire en sa propre grandeur. Dans le couloir de la maison qu'elle continuait d'appeler foyer, les portraits du mariage semblaient lui répondre par un silence lourd, comme des témoins qui n'avaient pas été convoqués pour affirmer la vérité. L'odeur du café refroidi flottait encore dans la cuisine, mêlée à un parfum plus ancien, celui des robes de soirée que l'on rangeait dans des housses qu'elle n'osait plus ouvrir. Si cette histoire vous touche, laissez un like et abonnez-vous, car ce récit n'est pas une revanche, mais une reconstruction. Elle rangeait les verres, sentit sous les doigts le contour froid d'une alliance qu'il ne retirait plus qu'aux rassemblements sociaux et sut que quelque chose devait changer. Une enveloppe scellée, déposée sans bruit sur une table basse, ferait basculer les apparences. Accommodez-vous, cette histoire commence dans l'humiliation et finit par la dignité. Chaque matin, elle se levait avant le soleil, frottait les cendres de la nuit sur la cafetière et disposait les serviettes avec un soin qui trahissait d'anciennes promesses. Les murmures de la rue filtraient à travers les rideaux. On parlait peu, mais on regardait beaucoup. Lorsqu'il revenait des dîners, ses chaussures faisaient un bruit distinct sur le parquet, un cliquetis qui avait appris à annoncer non pas la chaleur d'un retour, mais la froideur d'un jugement. Une fois, il la prit dans ses bras devant la cheminée et salua distraitement une invitée qui venait de s'asseoir sur le canapé, les yeux brillants de satisfaction. Il y avait des soirées où elle se tenait à l'écart, comme si la maison entière se transformait en théâtre où elle ne serait jamais l'actrice principale. Le goût du vin restait dans la bouche de la foule, mais sur son palais restait le goût amer de l'ignorance. Claire, sa voisine, avait vu les photos dans les magazines et avait essayé de masquer la gêne d'un sourire trop sincère. « Il t'a toujours aimé », disait parfois Claire, la voix tremblante, comme si l'affirmation pouvait suffire à recoudre la rupture entre les images et la réalité. Mais les invitations s'empilaient, les billets d'entrée pour les galas furent glissés sur la table comme des trophées destinés à l'autre femme. Les murmures de la communauté, le bruissement des pages du journal susurraient des détails qu'elle ne voulait pas entendre et qui pourtant, à chaque lecture, devenaient une nouvelle blessure. La nouvelle femme était partout où il fallait qu'elle soit, en couverture des rubriques mondaines, photographiée avec un bijou éclairé par un lustre, son rire capturé comme une promesse d'aisance. Isabelle, dans les images, portait des tissus qui avalaient la lumière et qui transformaient la salle où elle était la seule à briller. Les colonnes sociales la décrivaient en phrases courtes, comme si l'on pouvait réduire une présence à un slogan. Julien, le journaliste local, écrivait des légendes qui embellissaient le comportement du mari et effaçaient ses... Les voisins commentaient au marché, certains avec compassion, d'autres avec une pointe de venin. Il a choisi ce qu'il voulait. Dans le hall d'entrée, le miroir renvoyait le reflet d'une femme qui continuait d'aligner ses chaussures en silence, chaque paire un petit rappel de la pratique quotidienne de l'effacement. Les photographies sur les réseaux sociaux capturaient des détails ponctuels. Une main posée sur la taille d'Isabelle, un clin d'œil calculé, un verre levé à sa santé. Antoine, un ancien collègue devenu mentor informel, observait la scène en silence et notait des dates dans un carnet. Les apparences mentent rarement, mais elles ne racontent jamais toute l'histoire, murmurait-il, la voix grave comme d'habitude. Elle sentit la jalousie monter de manière inattendue, non pas comme une colère explosive, mais comme une chaleur lente qui alimentait une résolution tranquille. Les images publiques étaient des armes, il en usait sans voir qu'elles balisaient la route vers sa propre chute. Une lettre non lue, placée dans la boîte aux lettres, commençait à peser sur son esprit comme une pierre qu'on n'avait pas encore décidé de soulever. Si cette partie vous a touché, vous n'êtes pas seul. Il est fréquent de ressentir colère et empathie en même temps. Partagez avec nous. Avez-vous déjà préparé une transformation en silence, un petit acte qui a changé votre trajectoire ? Commencez votre commentaire par « ma foi » et décrivez une victoire discrète, même minuscule. Votre témoignage peut soutenir quelqu'un qui lit et n'ose pas encore agir, et il aidera cette communauté à grandir. Nous lisons chaque histoire, et parfois, nous en tirons d'autres récits qui inspirent. Rappelez-vous que les petits gestes accumulés deviennent un levier puissant. Maintenant, revenons à la personne au centre de cette histoire et voyons quand la maison était calme et que les lumières des galas s'éteignaient, elle transformait l'humiliation en projet. La vie qui suivit fut un assemblage de petites résistances. Les nuits, elle fermait la porte du bureau improvisé et posait des livres ouverts sur la table, des manuels de gestion, de communication et des guides pour créer une entreprise. Les mots écrits dans ces pages semblaient prendre cher lorsque, à la lueur d'une lampe, elle planifiait budget, contacts et échéances. Elle ouvrit un compte séparé, nommait chaque dépense avec une précision presque cérémonielle, formation, site, marketing.
Sophie, une ancienne collègue, lui proposa un local modeste et quelques heures de son temps pour la première réunion. Marie, avocate, lui expliqua les procédures basiques d'une séparation bien préparée, les délais et les documents nécessaires pour mettre fin à une présence qui devenait toxique. Au fil des mois, elle apprit à dire non à des invitations qui n'étaient que des rappels de ce qu'elle n'était pas, et à accepter des rendez-vous qui la rapprochaient de ce qu'elle pouvait devenir. Les économies, d'abord symboliques, prirent la forme d'investissements, achat de matériel, abonnement à des plateformes, consultation avec un expert en images. Antoine lui prêta un ordinateur ancien pour commencer et lui imposa un rituel. Écrire un objectif chaque matin et noter une seule action concrète à accomplir dans la journée. Ce texte quotidien devint sa cartographie, chaque ligne une petite victoire. Claire la soutint lors des moments de doute, apportant du pain frais et des paroles qui tenaient comme des pansements. Luc, le voisin retraité, offrit parfois du mobilier à réparer pour son futur espace. Chaque geste des personnes autour d'elle tissait une nouvelle communauté de soutien, discrète mais réelle. Ces nuits d'études étaient simples et sévères. On entendait parfois la plume gratter le papier, les pages tourner, la machine à café se souvenir des heures. L'odeur des pages neuves se mêlait au parfum plus familier de la maison, ses doigts apprenaient à compter autrement, à prévoir trésorerie et marge, à calculer risques et opportunités. Elle assistait à des webinaires, téléchargeait des podcasts et répétait des phrases clés jusqu'à ce qu'elles sonnent justes et naturelles. Elle sentait la poussière fine du grenier s'accrocher à ses manches, goûtait l'amertume du sacrifice et la douceur des progrès. Les premières petites victoires arrivèrent. Un premier contrat modeste signé avec une association locale. Un témoignage sur les réseaux sociaux d'une participante à un atelier. Un article dans un journal municipal qui parlait de sa détermination. Ce ne furent pas des triomphes éclatants, mais des preuves tangibles qu'un autre chemin existait. Elle gardait toujours un petit carnet où était collée une photographie ancienne d'elle et son mari, un rappel silencieux que certaines blessures pouvaient devenir carburant. Chacune de ces actions était un investissement dans sa dignité retrouvée. La réputation commença à changer de visage lorsqu'elle accepta de parler lors d'un atelier de quartier. Le salon communautaire était petit, les chaises en plastique alignées et l'odeur du mobilier neuf se mêlait à celle du café que Claire apportait toujours. Parmi les intervenants figurait Sophie, qui présentait une stratégie de communication, et Antoine, qui parlait de leadership silencieux. Julien vint interviewer les participants, curieux de ce changement d'énergie. « J'ai été touché par la cohérence de son discours », écrivait-il plus tard. Les applaudissements furent timides au début, puis plus chaleureux quand elle parla de projets concrets. Un espace de coworking pour petites entrepreneuses, des ateliers pour jeunes talents, des sessions de mentorat. Sophie la présenta en termes factuels, soulignant les investissements qu'elle avait réalisés et la prudence de ses choix. Marie, la conseillère juridique, expliqua brièvement quelles protections contractuelles avaient été mises en place pour sécuriser le projet. Luc trouva les mots simples d'un homme qui avise et encourage. « Tu as semé depuis longtemps, maintenant les pousses sortent. » Les voisins affluèrent ensuite pour proposer services et collaboration. La visibilité qu'elle cherchait n'était plus l'éclat artificiel des galas, mais la reconnaissance construite sur le mérite. Au fur et à mesure, des invitations professionnelles arrivèrent, non plus pour accompagner un mari célèbre, mais pour la faire intervenir en tant qu'experte. Le jour où le gala annuel fut annoncé, les annonces sociales bruissaient d'anticipation. Isabelle, qui aimait les robes longues et les coiffures parfaites, avait prévu un ensemble qui, selon les chroniqueurs, ferait oublier l'ancien mari à tous. Marc, son mari, affichait une confiance mesurée portée par des commentaires flatteurs de leur père. Par contraste, elle reçut une convocation pour présenter son projet dans un coin du programme principal. Ce qui semblait un détail devint un piège. Elle accepta, déterminée à transformer le plateau en point d'appui pour sa cause. Les images de l'achat du costume, des séances d'essayage, de la marche vers la salle de spectacle furent documentées par des amis et par Sophie qui notait les derniers ajustements. Marie revit avec elle le texte de la prise de parole, corrigeant des passages et suggérant des points légaux à souligner, pour montrer que son initiative n'était pas seulement une idée, mais un projet viable. Pendant ce temps, les rumeurs sur des documents égarés, des comptes partagés, des enveloppes anonymes et des factures apparurent dans la sphère publique, jetant une ombre sur le mari. Antoine exerça une patience tranquille, l'encourageant à garder le silence sur les attaques personnelles et à privilégier la force des faits. L'air sentait le parfum des robes et la laque des coiffures, une atmosphère épaisse, presque palpable, qui semblait promettre un basculement. Elle prépara un dossier imprimé, des copies à distribuer et une version de son discours écrite à la main, pour garder la chaleur d'une parole sincère.
Les nuits précédant le gala furent peuplées de répétitions devant le miroir, du bruit de ses chaussures sur le parquet et du goût métallique de l'anticipation. Le gala avait l'air d'un monde à part, lustre, nappe blanche, des couverts qu'on ne sortait que pour les grandes occasions, une chaleur lumineuse qui effaçait les imperfections. Quand elle entra, la salle sembla retenir son souffle. Les parfums des invités formaient une couche volatile dans l'air. Le cliquetis discret des bijoux ajoutait une note musicale à la soirée. Les lumières tamisées dessinaient des ombres dramatiques, et le tapis rouge absorbait le bruit des pas. À l'instant où elle monta sur scène, les murmures se firent condensation. Certains s'interrogeaient, d'autres espéraient un scandale, d'autres encore cherchaient une beauté à admirer. Le micro captait sa voix comme un fil tendu entre deux rives. Elle commença par une observation calme, presque journalistique. « Ce soir, je ne suis pas montée pour venger une blessure, mais pour présenter des faits et des projets. » Les premiers mots firent basculer l'atmosphère. Le public, d'abord poli, devint attentif. On entendait la texture du velours des sièges, le froissement des programmes et le souffle contenu d'un auditoire qui se préparait à juger. Son discours se déroula en 3 actes clairs, le constat, la preuve et la proposition. Elle montra documents et photographies qui ne laissaient que peu d'ambiguïté, non pour nuire mais pour établir une vérité. Les échanges verbaux furent nets et précis. « Comment expliquez-vous ces transferts » demanda un membre du conseil dans la zone des invités. « J'ai les relevés » répondit-elle, posant un dossier sur la table, les doigts tremblants mais insécures. La voix ferme. « Pourquoi maintenant » demanda Isabelle, serrant un verre comme si l'objet pouvait soutenir une posture. « Parce que le silence n'a jamais été une réponse » affirma-t-elle. « Vous aviez le choix » intervint Marc, initialement calme, puis plus acéré. « J'ai choisi de construire autrement » répliqua-t-elle. « Vous avez blessé des gens » dit un représentant d'une association présente. « J'ai regardé mes chiffres et mes responsabilités » répondit-elle. « Est-ce une vengeance » questionna un autre. « Non » dit-elle enfin, « c'est une restitution de dignité. » Les échanges furent au nombre de 7, précis et denses, chacun apportant une pièce au puzzle. Les applaudissements qui suivirent furent d'abord timides, puis s'amplifièrent, puis devinrent soutenus quand le président de la chambre locale se leva pour saluer la clarté des propositions. Le crescendo émotionnel atteignit son apogée quand elle annonça qu'elle déposerait officiellement une requête pour dissocier ses intérêts des comptes partagés, un geste légal qui mettait fin à une dépendance économique devenue étouffante. L'instant de silence qui précéda l'annonce fut presque palpable, comme si la lumière elle-même retenait son souffle. Puis, la salve d'applaudissements fut une reconnaissance de sa dignité retrouvée. La chute fut presque mécanique. Les contrats commencèrent à se rétracter, des partenaires s'éloignèrent et les colonnes sociales, si promptes à encenser, recherchèrent à présent une explication pour la disparition de leur récit de glamour. Julien publia un article documenté sur les transferts et reçut des réactions mitigées. Marc sentit l'espace se réduire autour de lui, les invitations furent plus rares, les voix qui l'entouraient se firent plus prudentes. Isabelle, dont l'image reposait sur l'approbation publique, se trouva soudain dans des portraits moins flatteurs. « Je ne comprends pas » confiait-elle à un proche, le visage pâle, comme si la réalité la heurtait pour la première fois. Les partenaires commerciaux appelaient pour clarifier des clauses et des conseillers recommandaient de couper certains liens. La réputation de Marc, bâtie sur l'apparente invincibilité, vacilla. On parlait maintenant de manque de transparence et d'obligations non respectées. Marie reçut des appels de plusieurs instances qui souhaitaient vérifier la conformité des comptes. Luc, fidèle et tranquille, secoua la tête en observant le tumulte. « Les bâtisseurs de façade finissent toujours par oublier les fondations », dit-il. La solitude de Marc devint visible. Il erra un matin dans le jardin comme un homme qui cherchait un reflet fidèle mais ne trouvait qu'une surface brisée. Les conséquences professionnelles furent concrètes, perte de contrat, rupture de partenariat et une image publique ternie. Socialement, certains amis prirent leur distance, d'autres interrogèrent leur propre allégeance. L'amante, elle-même confrontée à la réalité d'une réputation ébranlée, dut faire face à un choix. Rester dans une position qu'il avait construite sur un mensonge ou partir pour chercher une vérité plus tranquille. Les premiers jours après le gala furent emplis d'appels, de messages, d'heures passées à inventorier documents et preuves, mais aussi d'une étrange paix qui descendait sur elle. Elle n'avait pas cherché à humilier, elle avait cherché à se délivrer. Les conversations avec Marie se furent
Dépôt de demande officielle, signature de documents et procédure pour protéger ces nouveaux actifs. On établit une feuille de route détaillée expliquant le processus de séparation des biens et la sécurisation des contrats commerciaux. Ce processus comprenait des vérifications bancaires, l'envoi d'avis formels et des mises en conformité avec les règlements professionnels. En termes accessibles, cela consistait à rassembler factures et relevés, à identifier transferts non justifiés et à inscrire juridiquement les droits de chaque partie pour assurer transparence et équité. Ces étapes, bien qu'administratives, avaient un goût de victoire tranquille. Les médias suivirent, mais la narration changea. On parlait moins de scandales et davantage de gestion, de responsabilité et de comportements à modifier. Elle reçut des invitations pour parler de son projet ailleurs, et sa réputation professionnelle se renforça, fondée sur des actions concrètes plutôt que sur une aura fabriquée. Un mois après l'événement, la vie avait pris de nouvelles habitudes. Les dossiers administratifs étaient en ordre, le local avait trouvé ses premières clientes et l'activité commençait à générer un flux régulier. Les soirées qu'elle passait désormais étaient orchestrées autour d'ateliers et de réunions productives plutôt que d'apparences. Claire arriva un matin avec 2 enfants qui riaient en découvrant un coin réaménagé en coin lecture. Antoine l'accompagnait parfois à des rencontres, apportant la sagesse d'un mentor qui ne cherchait pas la lumière. Sophie célébra la première facture payée et Luc proposa d'organiser une petite foire pour promouvoir les artisans locaux. Sur le plan personnel, elle avait acheté une petite plante pour la cuisine, symbole modeste d'un renouveau. L'odeur du café du matin, désormais partagée dans la cuisine ensoleillée, semblait pleine de promesses plutôt que de regrets. Les documents de séparation progressèrent sans heurts excessifs et la relation avec Marc se transforma en une coordination stricte autour des obligations communes, moins émotionnelles, plus administratives. Elle dormait mieux, les muscles de son visage se détendaient et la dignité retrouvée était palpable dans la façon dont elle répondait aux courriels et aux appels. Les premiers investissements reçus pour son projet permirent d'acheter du matériel et de lancer une série d'ateliers expérimentaux qui attirèrent l'attention locale. 3 mois plus tard, le projet avait une vitrine stable et un calendrier d'activités bien rempli. Des partenariats avec une école locale et un institut de formation permirent d'élargir l'offre. Marie organisa une session d'information gratuite sur la protection juridique des entrepreneuses, attirant une foule enthousiaste. Les retours des participantes furent enthousiastes et des témoignages commencèrent à circuler sur les réseaux sociaux, témoignant des faits concrets, augmentation de revenus pour certaines, confiance pour d'autres. Un journaliste national écrivit un papier qui présentait la transformation comme un exemple de leadership silencieux, mettant en avant la méthodologie et la persévérance plutôt que le scandale. Les investissements s'élargirent, non pas par sensationnalisme, mais par reconnaissance du sérieux du projet. Les sessions de mentorat permirent à de jeunes porteurs de projets de présenter leurs idées devant un public et devant des investisseurs locaux. Les ateliers offraient une atmosphère mêlant odeur, de papier neuf et café corsé, bruit de conversation féconde et lumière filtrée par de grandes fenêtres. Elle se tenait parfois à la porte du local, observant les personnes qui entraient avec l'air d'une nouvelle dignité. Et elle savait que ce qu'elle avait bâti était plus qu'un gagne-pain. C'était une plateforme de transformation collective. 6 mois après le gala, sa réputation était solidement ancrée dans des faits. Contrats signés, prix régionaux pour l'initiative entrepreneuriale et invitations à des conférences sur le leadership. L'espace qu'elle avait créé employait désormais 3 personnes, dont 2 anciennes participantes devenues coordinatrices. Les comptes étaient stabilisés et un petit fonds destiné à des bourses pour des projets prometteurs fut ouvert. Sur le plan personnel, elle avait retrouvé la chaleur d'une amitié solide et avait entamé une relation basée sur respect et soutien mutuel, fondée sur des valeurs partagées et non sur des éclats superficiels. Les anciens symboles d'humiliation restaient des souvenirs, l'enveloppe, les photos du salon, les robes, mais ils avaient perdu leur pouvoir. Ils étaient désormais des éléments d'un récit transformé en enseignement. Elle intervenait parfois sur des plateaux pour parler, non pas pour blâmer, mais pour expliquer comment la dignité se reconstruit dans le silence, par des actes réguliers. Le mot dignité revenait souvent dans ses interventions, associé à des termes comme investissement, réseau et mentor. Son épilogue n'était pas une vengeance, mais une mise en ordre. Elle avait repris son agenda, rencontré des investisseurs et signé des conventions qui garantissaient la pérennité du projet. Son nom, jadis murmuré dans des couloirs, fut prononcé maintenant avec respect. En conclusion, elle n'avait pas cherché à détruire, elle avait cherché à se libérer. La maison qui autrefois évoquait culpabilité se transforma en un lieu de réunion et de rire, un foyer où l'on plantait des idées et où l'on récoltait des projets. Ces efforts aboutirent à des invitations pour parler, dans des institutions, à des prix qui reconnurent la portée sociale de son travail et surtout à une tranquillité intérieure renouvelée.
Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous pour découvrir d'autres parcours de personnes qui se sont levées quand tout semblait perdu. Rappelez-vous que la dignité se construit souvent dans le silence et que lorsque ce silence devient parole publique, ce n'est pas pour blesser, mais pour enfin être vu. La conscience de sa valeur avait été l'amorce d'une réelle reviravolta, et la ville qui l'avait jadis chuchotée la saluait désormais avec respect.